Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. L'enfance et la Révolution. Jean-Georges Lommel est venu au monde le 4 octobre 1844 à Würzburg en Bavière sous le règne de Louis Ier. Il ne gardera Georges comme prénom usuel qu'à l'âge de 19 ans, lorsqu'il quittera sa famille. Son père Georges Alois était le fils d'un greffier de l'administration de Bavière. Il avait reçu une éducation littéraire très approfondie pour son époque. À l'arrivée de Jean-Georges, il est archiviste de l'État à Würzburg, tout en poursuivant en parallèle une carrière d'écrivain, d'auteur, de poète et de journaliste. Veuf, Georges Alois avait épousé en secondes noces Maria Barbara Guttenhofer en 1842. D'un milieu bourgeois, elle était la descendante d'une grande famille d'orfèvres de Bavière. De ces deux mariages, il aura 6 enfants. L'aîné, prénommé Georges Thomas, était né en 1836 de sa première femme. Il consacrera sa carrière professionnelle au transport ferroviaire et occupera de hautes fonctions dans les compagnies de chemin de fer de la Suisse occidentale. Il jouera un rôle significatif dans la vie de Jean-Georges. Son second frère, Étienne, sera aussi ingénieur. Vivant à Berne, il travaillera entre autres pour la Compagnie électrique de Genève. Il publiera des articles dans son domaine. L'une de ses sœurs, Babette, épousera un financier allemand et ira s'installer à Francfort. L'autre, Catherine, restera célibataire. Le dernier frère, Armand Robert, naîtra en France en 1849 mais n'aura qu'une brève existence. Georges Alois est un intellectuel ou un homme de lettres tel qu'on l'entend à ce moment-là. L'attrait des idées de la Révolution française au-delà des frontières et les bouleversements politiques créés par l'épopée napoléonienne avait apporté aux intellectuels l'espoir d'un rôle beaucoup plus important dans la société que celui qu'avaient connu les philosophes de l'époque précédente. Au début du XIXe siècle, ils peuvent analyser et critiquer les erreurs de la Révolution française et imaginer un monde idéal pouvant arriver dans un avenir proche. Sous l'influence prépondérante de Hegel, de jeunes lettrés comme Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer, Karl Marx, Friedrich Engels et d'autres nés avant 1820 sont à l'origine de courants majeurs de réflexion en Allemagne. D'abord en relative harmonie, ils vont évoluer ensuite dans des directions de plus en plus éloignées avant de s'opposer franchement. Au sein de la communauté européenne, ces penseurs participent de manière significative au brassage des idées. De ces différentes tendances qui se heurtent violemment résultera la grande crise européenne de 1848. Comme au cours des siècles précédents, les conditions économiques ne permettent toujours pas aux intellectuels de vivre de leurs écrits. Ils sont donc forcés d'exercer des activités alimentaires pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. La plupart du temps, ils sont soit professeurs d'université, soit fonctionnaires dans l'administration. Toutefois, à partir de 1830, les pouvoirs politiques européens réagissent avec plus ou moins de vigueur contre ces idées avant-gardistes. Certains de ces nouveaux intellectuels comme Feuerbach n'ont plus le droit d'enseigner en Allemagne, d'autres doivent s'exiler comme pour Karl Marx, contraint de partir pour Paris. À l'instar de beaucoup d'entre eux en Bavière et ailleurs, Georges Alois se trouve écartelé entre d'une part sa loyauté envers l'État qu'il pense devoir en sa qualité de fonctionnaire archiviste, emploi nécessaire pour la subsistance de sa famille, et d'autre part son besoin d'affirmer ses idées par une plus grande liberté d'expression. Pour la Bavière, l'une des principales tâches qu'il a dû faire fut le transfert des archives d'Aschaffenbourg vers Würzburg. Mais en parallèle, il utilisa les opportunités d'accès à des documents historiques procurés par son poste pour faire des études et publier différents textes. Il avait déjà écrit dès 1828 une pièce qui ne semble pas avoir eu un important succès, Sertorius, la vie d'un général et homme politique romain. Puis ce fut la sortie en 1836 de Das Königreich Bayern, ouvrage édité en l'honneur du roi, en collaboration avec Gottlieb Bauer, capitaine d'artillerie. Cette année-là, il eut son premier fils Georges Thomas. Louis Ier se trouve à la tête de la Bavière. C'est un monarque éclairé et durant les premières années de son règne souffle un esprit libéral, conduisant à des réformes considérables en particulier dans l'administration des finances. En 1837, la pression des ultras le contraint à un changement dans sa politique. Il se résigne à prendre Abel comme Premier ministre. La Constitution et les dispositions libérales sont modifiées, et une censure rigoureuse interdit la libre expression.
Les jésuites deviennent tout-puissants, représentant maintenant la force dominante. Les protestants subissent une oppression importante. Georges Aloïs est catholique et le restera toute sa vie. L'intolérance et les excès dans la religion le tourmentent. En 1839-1840, il fait paraître une biographie de Jean Hus, théologien, universitaire et réformateur qui, s'opposant à l'antipape Jean XXIII, fut excommunié et brûlé à la fin du Grand Schisme en 1415. Ensuite, il travaille sur la vie de Jésus de Nazareth en 1845. Puis en 1846, il rédige un mémoire sur les précurseurs des catholiques allemands dans l'est de la Franconie. En 1847, c'est un texte sur le réformateur Ambrosius, 1492 à 1564, et plus tard vers la fin de sa vie ce sera une publication sur l'insurrection paysanne de 1525. Ses écrits sur la religion suscitent une importante controverse. Georges Aloïs est un passionné de l'histoire ancienne, dit Alten Franken 1833, et du folklore de sa région, festival de chants allemands à Würzburg en 1845, qu'il présente non seulement du point de vue événementiel, mais aussi en y associant un aspect politique. C'est pendant cette période que naît Jean-Georges. Il passera ses 4 premières années en Allemagne, et n'y reviendra jamais. Soudain, l'Europe entre en ébullition, les idées pour un changement fusent de partout et entraînent un cataclysme. Georges Aloïs publie un texte autobiographique, historique et politique sur son activité à la veille et au début des événements, Hinter den Kulissen, en 1847 à 1848. Cet écrit sera distribué à Londres par Karl Marx en 1860. En Bavière, Lola Monté, la maîtresse du roi surnommée l'étrangère, exerce une influence prépondérante sur celui-ci. Elle devient comtesse, et le pousse à prendre des décisions impopulaires. En réaction à la politique du gouvernement, des émeutes se produisent et Louis Ier doit écarter du pouvoir son premier ministre Abel. En 1848, l'année du printemps des révolutions, l'Europe se soulève en masse. Dès février, l'agitation est telle à Paris que le roi Louis-Philippe est renversé. Tous ces événements provoquent de grandes manifestations en Bavière contre Lola Monté, obligeant finalement le monarque à abdiquer à son tour. En France, le gouvernement provisoire issu des bouleversements de février 1848 accueille avec bienveillance tous ceux qui luttent pour une cause universelle de tous les peuples. Ainsi Karl Marx, qui avait été expulsé en 1845 pour ses activités politiques subversives, est reçu à bras ouverts par les nouveaux dirigeants de Paris en mars 1848. Il n'y reste cependant que quelques semaines, préférant rejoindre Cologne pour participer au mouvement ouvrier dans son pays. Si pendant quelques mois, la France est emportée par un immense espoir, cela ne va pas durer. Rapidement, les divisions politiques et sociales entre la bourgeoisie et le prolétariat, qui s'étaient estompées pendant le début de la Révolution, reprennent le dessus. En juin, les ateliers nationaux qui avaient été créés pour donner du travail aux chômeurs sont fermés, provoquant la colère des ouvriers et conduisant à un soulèvement qui se propage pendant plusieurs jours. Celui-ci se termine dans la violence. Malgré des troubles continuels, la Deuxième République se maintient et continue d'apporter l'espérance, alors qu'en Europe la contre-révolution triomphe un peu partout. En Bavière, sous la pression des autorités et face à une censure qui s'exerce de plus en plus sévèrement, les penseurs sont poursuivis et chassés. Georges Aloïs, partageant certaines de ces idées nouvelles, doit s'exiler à son tour et c'est naturellement en France, dernier bastion de la Révolution, et plus précisément en Alsace à Beblenheim qu'il s'installe. Pendant son séjour dans cette petite ville, un événement se produit dans la famille. Armand vient au monde le 17 mai 1849, mais ne vivra que très peu de temps. Le 2 décembre 1851, la Deuxième République est renversée. Le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte sonne le glas des espérances nées de la Révolution. Les intellectuels vivant en France n'ont d'autres issues que d'émigrer. Ils se retrouvent soit en Suisse, soit à Londres. Comme eux, Georges Aloïs doit à nouveau partir et c'est à Genève qu'il décide de s'établir avec sa famille. Sa situation financière n'est plus du tout la même. N'ayant plus d'emploi fixe rémunéré, il dépend uniquement de ses activités littéraires. C'est maintenant un journaliste et un écrivain engagé politiquement de tendance radicale démocrate.
Il sera un partisan de la formation d'un parti social-démocrate en Allemagne. À Genève, Georges Aloys se retrouve impliqué dans la confrontation entre Karl Marx et Carl Vogelt. Ce dernier médecin d'origine allemande avait dû quitter plusieurs fois son pays, en raison de ses positions. Se trouvant en France en 1845 pour poursuivre des études à la Sorbonne, il avait participé à des discussions sur les idées nouvelles avec des socialistes comme Marx, Bakounine et Proudhon. Ses activités durant la Révolution de 1848 l'avaient forcé à fuir l'Allemagne, où il siégeait au Parlement de Francfort pour se réfugier à Genève. Là, ayant pris la nationalité suisse, il s'investit avec passion dans la vie publique, devenant conseiller national. Par la publication d'un écrit tendant à discréditer Marx en 1859, il commence une polémique avec celui-ci. Marx réagit vigoureusement et répond à ses attaques par un livre intitulé « Herr Vogelt ». Persuadé que Vogelt est impliqué dans la propagande bonapartiste, il reprend tous ses arguments et en démontre les erreurs et les mensonges. Pour pouvoir rédiger cet ouvrage, il sollicite le témoignage de nombreuses personnes dont Georges Aloys Lommel. Une correspondance s'établit entre eux pendant quelques mois. Georges Aloys devient un des informateurs de Marx, en tant que journaliste, sur les activités de Vogelt en Suisse et plus spécialement sur sa position pro-bonapartiste et sur les clubs ouvriers à Lausanne. En critiquant les jugements de Vogelt, Marx en profite pour continuer son attaque contre Napoléon III qu'il avait déjà engagée en 1852 en publiant « Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte ». Dans Herr Vogelt, il revient sur les racines sociales et politiques du régime français et en particulier sur l'idée répandue montrant Napoléon III comme libérateur des nationalités. À cette époque, Victor Emmanuel II de Savoie, roi de Sardaigne, est prêt à donner la Savoie à la France en échange du soutien français à la recherche de l'unité italienne sous son autorité. En Suisse, une pétition circule en Chablais et Faucigny pour un rattachement de la partie nord de la Savoie à la Confédération. Georges Aloys, en tant que journaliste, parcourt les provinces et s'oppose à la réunion avec la France. Il renseigne Marx qui reprend ces informations dans son pamphlet. En contrepartie de sa collaboration, Marx va utiliser ses relations pour distribuer le livre de Georges Aloys, Hinter der Kulissen, en Angleterre et aux États-Unis. Toutefois, Georges Aloys n'adhérant pas profondément aux idées de Marx, leur correspondance cessera rapidement. Pendant cette période, le fils aîné, Georges Thomas, a suivi un enseignement technique et scientifique à Lausanne et est devenu ingénieur. Il a commencé sa carrière dans les compagnies de chemin de fer suisses en réalisant des études sur les tracés de lignes au travers des Alpes, en direction de l'Italie. Il restera toute sa vie dans ce domaine, gravissant les échelons jusqu'à la direction en passant d'une société à l'autre au gré des fusions et des opportunités. À partir de 1865, il gardera Thomas comme prénom usuel pour se distinguer de son père, alors que Jean-Georges se fera appeler Georges. Thomas est à l'origine des débuts professionnels de son frère Jean-Georges. Celui-ci, à l'âge de 16 ans, entre comme dessinateur et conducteur de travaux à la Compagnie des chemins de fer de la ligne d'Italie. Il commence son apprentissage d'ingénieur civil dans des domaines qu'il retrouvera durant toute sa vie. C'est sous les ordres de Charles Thouvenot, entrepreneur de la traction et de l'entretien du matériel des prolongements de la Compagnie des chemins de fer de la ligne d'Italie, qu'il entame sa carrière. Il effectue diverses études ainsi que des maîtrises d'ouvrages de charpente, des lithographies et des gravures sur pierre, le suivi des travaux de parachèvement de la ligne et de la construction de l'usine à gaz de Vevey. La relation entre Jean-Georges et son frère aîné Thomas sera jusqu'à la fin ambiguë. Mais ce dernier prendra toujours à cœur son rôle de grand frère pour Jean-Georges et le reste de la famille. Il l'aidera dans sa carrière professionnelle, mais celui-ci de temps en temps se rebiffera, comme ce sera le cas en 1864. Georges Aloys va continuer son métier de journaliste et publier divers textes jusqu'à sa mort en 1872. Ses écrits soulèveront régulièrement des controverses. Le dernier sera Der Taubergo, Historisch-topographisch Skizze, en 1872. C'est un mémoire sur Jean le joueur de fifre, prophète dans la vallée de la Tauber, qui s'opposa à l'évêque de Würzburg. Il fut à l'origine d'une première révolte paysanne,
en 1476, environ 50 ans après la répression du mouvement hussite que Lommel avait évoqué quelques années auparavant. Chapitre 2. La Légion étrangère au Mexique. Un changement très important dans la vie de Jean-Georges Lommel se produit l'année de ses 20 ans. Écrasé par la personnalité de son frère et en désaccord avec les idées politiques de son père, il se sent mal dans sa peau. Sans savoir précisément ce qu'il veut, il rêve d'une vie plus aventureuse. Il a besoin d'espace et d'indépendance. Brusquement, il quitte son emploi chez Mr. Touvenot pour venir en France et le 28 mai 1864 il s'engage au régiment étranger pour 3 ans. Pourquoi la Légion étrangère et pourquoi la France, alors qu'il est bavarois résidant en Suisse? Les raisons exactes de son choix ne sont pas connues. La justification de son départ se trouve peut-être liée à l'opposition à son père vis-à-vis de la politique de Napoléon III, et à un besoin de liberté par rapport à la tutelle de son frère. La nomination de Maximilien d'Autriche comme empereur du Mexique et la gloire obtenue par la Légion étrangère à Cameron, largement diffusée dans la presse, peuvent expliquer son choix pour la Légion. Lorsqu'au début des années 1860, le gouvernement mexicain de Juárez suspendit unilatéralement sa dette extérieure, ses 3 principaux créanciers, l'Espagne, l'Angleterre et la France, saisissant ce prétexte et voulant protéger leurs ressortissants, décidèrent d'intervenir militairement. Ils débarquèrent en 1862 à Veracruz, comme cette ville était appelée alors. Très rapidement, après des négociations avec le gouvernement de Juárez, l'Espagne et l'Angleterre se retirèrent d'un conflit mal engagé. Au contraire, Napoléon III, profitant de la guerre civile aux États-Unis, et souhaitant établir un empire ami avec la bénédiction des catholiques, resta seul dans cette aventure. Pour soutenir l'installation de Maximilien d'Autriche sur le trône du Mexique, il commença par n'y envoyer que des troupes régulières dans le corps expéditionnaire. Sur l'insistance du régiment étranger qui s'ennuyait en Algérie, 2 bataillons s'embarquèrent à Oran, le 7 février 1863, à destination de Veracruz. La Légion fut d'abord chargée de garder les voies de communication entre la côte et Puebla, sur la route menant à Mexico. Ce fut au cours d'une de ces missions de protection que la 3e compagnie du 1er bataillon du régiment étranger écrivit le 30 avril 1863, l'une des plus belles pages de l'histoire de la Légion. Elle résista héroïquement à l'armée mexicaine pendant toute une journée, dans le petit village de Cameron. Le capitaine d'Anjou et les 62 hommes de sa compagnie avaient reçu l'ordre d'aller au-devant de 2 convois venant de la Veracruz en direction de Puebla. Ils transportaient pour l'un 3 millions et pour l'autre un complément d'artillerie nécessaire au siège de Puebla qui avait commencé le 16 mars. L'armée mexicaine, bien renseignée et forte de 350 guérilleros, 1200 fantassins et 850 cavaliers sous le commandement du colonel Milan, attendait le passage des convois. La petite troupe fut d'abord assaillie par un groupe important de cavaliers. Ils arrivèrent à les repousser une première fois, mais les mulets avec les munitions et les réserves d'eau s'échappèrent. Retranchés dans une hacienda construite sur le bord du chemin avec à l'arrière une cour entourée de hangars, ils durent alors faire face à un ennemi de plus en plus nombreux au fur et à mesure que les heures passèrent. À 9h30, le capitaine fut sommé de se rendre. Devant son refus énergique, les tirs commencèrent. À 11h, le nombre des ennemis augmenta sensiblement. Le capitaine d'Anjou fit à ce moment-là jurer à ses hommes de combattre jusqu'à la mort. Quelques instants plus tard, il fut frappé d'une balle et s'écroula. Le sous-lieutenant Villain le remplaça. Vers midi, ce furent 3 bataillons mexicains de 300 à 400 soldats chacun qui vinrent s'ajouter aux troupes ennemies. À 2h, à son tour M. Villain tomba. Le commandement passa alors au sous-lieutenant Maudet. La chaleur était terrible et l'hacienda encombrée de morts. Les légionnaires n'avaient pas mangé depuis la veille, ni bu depuis le matin. Les souffrances des blessés étaient atroces. Devant une nouvelle sommation de l'ennemi sans résultat, celui-ci mit le feu à des broussailles pour enfumer le petit groupe. À 5h, le colonel Milan, à la tête des Mexicains, lança ses troupes à l'assaut. Le reste de la compagnie se défendit tant bien que mal, brûlant les dernières cartouches. Puis, quittant la protection du hangar, M. Maudet et les hommes valides chargèrent, baïonnettes au canon.
Le soldat Coteau, en protégeant son officier, s'écroula sous les tirs ennemis. Mister Maudet fut touché à son tour et s'effondra. Il décédera quelques jours plus tard. L'ennemi, après avoir investi la place, fit prisonnier les 19 survivants. Il était 6 heures du soir et la bataille était finie. La Légion avait perdu 3 officiers et 29 sous-officiers et soldats tués ou mortellement blessés pendant l'action. Du côté de l'armée mexicaine, les conséquences furent bien plus importantes avec 300 hommes hors de combat dont 200 tués. L'héroïsme de la 3e compagnie avait sauvé les convois. Ce haut fait d'armes eut un retentissement considérable, et cette date du 30 avril 1863 est commémorée chaque année par la Légion. Napoléon décida que le nom de Cameron serait inscrit sur le drapeau du régiment étranger. Après 2 mois de siège et sous le feu des 56 canons du général Forey, Puebla fut prise le 17 mai, libérant la route de Mexico. L'armée française y fit son entrée le 10 juin. La couronne impériale fut proposée à Maximilien de Habsbourg, qui hésita presque une année avant d'accepter. Pendant ce temps, le régiment étranger avec ses 2 bataillons était envoyé guerroyer dans les terres chaudes pour y maintenir l'ordre. Les terres chaudes étaient le nom donné à cette vaste pénéplaine, qui s'élevait progressivement depuis l'océan. Elle était recouverte de hautes herbes, avec par endroits des cactus géants et des bouquets d'arbres. Elle était envahie d'oiseaux multicolores aux teintes éclatantes, et de myriades d'insectes. L'eau était rarement potable, et le climat très malsain. Une forme locale de la fièvre jaune appelée le vomito negro sévissait dans cette région. Elle avait un effet dévastateur sur les nouveaux arrivants. En plus de la maladie, les travaux, les marches et les combats dans la boue sous une pluie battante ou bien sous un soleil de plomb dans cet endroit inhospitalier éprouvèrent dangereusement le régiment. Il s'affaiblit tellement qu'à la fin de décembre 1863, son effectif fut beaucoup trop réduit pour assumer ses missions. Le convoyage dans les terres chaudes ne pouvait plus se faire en sécurité. Depuis son arrivée, sur un total de 1400 soldats, il avait perdu soit par le feu, soit par la maladie, 800 légionnaires et 11 officiers. Sa situation précaire ayant attiré l'attention du gouvernement, celui-ci décida de le renforcer. Ainsi, 4 compagnies du 3e bataillon, 24 officiers et 650 hommes, embarquèrent d'Oran le 1er janvier 1864 pour la Veracruz. Puis un 2e détachement avec les 6e compagnies des 1er et 2e bataillons et la 5e compagnie du 3e bataillon, 9 officiers, 350 hommes, partit le 31 janvier. Le 1er mars 1864, le régiment ayant reconstitué ses forces pouvait cesser de n'être qu'un élément de la brigade de réserve pour passer à un service actif et jouer un rôle plus important. Il reçut la responsabilité de l'État de Puebla. À l'extrême sud, un détachement se trouvait à Acatlán. Il était relié à Puebla par une compagnie positionnée au point intermédiaire de Tepeji. Vers le nord, le régiment occupait San Juan de los Llanos, Zacatlán et Tlaxcala et vers l'ouest Puente et Tesmeluacan. Tous ces postes étaient plus ou moins menacés par les dissidents, ceux du sud par l'ennemi qui se trouvait dans l'état d'Oaxaca et ceux du nord par les Mexicains de la Sierra. Pendant l'année 1864, le régiment continue de recruter. La presse parle régulièrement du Mexique et des succès de l'armée forte de 30 000 hommes commandée par le général Forey. Jean-Georges Lommel l'apprend et quitte tout, sa famille, son emploi, sa vie facile et confortable. Il part s'engager à Mulhouse à moins de 20 ans sous le nom de Georges Lommel, le 20 mai 1864. Il indique comme lieu de résidence Besançon et comme profession conducteur de travaux. Son signalement précise qu'il mesure 1,70 m, qu'il a le front haut, les yeux gris-bleu et les cheveux blonds. Il abandonne son prénom Jean et se fera appeler Georges pour le reste de sa vie. En s'éloignant et devenant indépendant, il franchit une étape importante de son existence, c'est la fin de son enfance. Au moment où l'empereur Maximilien de Habsbourg débarque au Mexique à Veracruz, Georges Lommel est lui immatriculé à Oran. 2 jours plus tard, il se trouve incorporé dans la 4e compagnie du 2e bataillon comme fusilier. Sa formation commence le 28 mai par l'école du soldat, puis le 7 juin par celle du peloton et enfin le 20 juin par celle du bataillon. Georges Lommel est un assez bon tireur. Après quelques mois d'entraînement, il quitte Oran le 1er août au sein d'un détachement de 400 hommes,
c'est le dernier départ de l'année 1864. L'équipement d'un légionnaire en partance pour le Mexique est assez important. La dotation du soldat comprend les effets de première catégorie, deuxième catégorie et les armes. La première catégorie comprend un habit de soldat, un pantalon, un bonnet de police à soufflet, un bonnet de police à visière, des épaulettes de soldat, des ceintures de flanelle et des jambières. Dans la deuxième catégorie se trouve une capote, un couvre-nuque, un ceinturon, une giberne, un porte-baïonnette, un fourreau de baïonnette, une bretelle de fusil, un porte-sabre, une tente-abri et ses accessoires, un petit bidon et des couverts de campement. La dotation d'armes inclut un fusil et son mousqueton, un sabre et le nécessaire d'armes. En plus de la dotation, Georges Lommel doit acheter ses effets personnels pour 59,93 Fr. Cela comprend 2 chemises, 2 cravates, 2 paires de souliers, 2 paires de guêtres, un caleçon, une calotte, un livret, un havre-sac, une paire de bretelles, un étui d'habits, un tampon de fusil, une trousse, une paire de gants, une petite gamelle, 2 mouchoirs, un pantalon, une blouse. Le pactage est assez lourd pour les hommes qui devront beaucoup marcher. Georges Lommel va user pendant la durée de son service 12 paires de souliers et de guêtres, soit un renouvellement tous les 3 mois. Comme légionnaire, il recevra une solde de 0,15 francs pour chaque journée passée au régiment. L'Atlantique, en cette période de l'année, peut se trouver soumis à des tempêtes et des cyclones qui peuvent être violents. Cela est le cas pendant une partie de ce voyage. Pendant plusieurs jours, de gros nuages noirs s'amoncellent venant d'un horizon bouché. On ne distingue plus le ciel de l'océan. Le vent hurlant d'une violence inouïe fait claquer les voiles et les cordages. Le navire roule et tangue fouetté par d'énormes vagues. Un moment, la proue pointe vers le ciel et l'instant d'après elle bascule et plonge dans un immense creux. La traversée est donc loin d'être agréable pour les voyageurs. Si pendant le passage de la Méditerranée une grande partie des légionnaires dormaient sur le pont à cause de la chaleur, ce n'est plus le cas. La plupart d'entre eux ont maintenant la nausée. Malades, ne tenant plus debout, ils ont préféré se réfugier dans les profondeurs humides et malodorantes du navire. Les autres cherchant de l'air pur sont restés sur le pont. Trempés, ils affrontent les intempéries comme ils peuvent. Les hommes ne mangent plus et s'affaiblissent. Heureusement, à l'approche des côtes mexicaines, les tempêtes se calment enfin. C'est sous un soleil magnifique qu'ils peuvent admirer le volcan Citlaltépetl, montagne étoile, appelé aussi pic d'Orizaba, s'élevant à plus de 5600 mètres au-dessus de la mer. Son nom lui vient de sa forme conique, avec son sommet couvert de neiges éternelles qui apparaît pour les voyageurs comme une étoile qui brille. Lorsque Georges Lommel débarque à Veracruz, la saison des pluies qui s'étale de mai à octobre est à son maximum. Assise sur les sables de la mer, entourée de dunes arides et de lagunes croupissantes, Veracruz offre un climat particulièrement malsain avec alternativement orage et soleil dévorant. Une odeur infecte couvre certains quartiers, démontrant l'état de saleté dans lequel ils se trouvent. Les opilotes, ces espèces de petits vautours du Mexique à l'aspect repoussant, remplissent le rôle de vidangeurs en nettoyant les ordures jetées par les habitants. Leur utilité étant reconnue, ils sont protégés par la loi. Ils envahissent les rues de la ville, jusqu'à gêner parfois la circulation. S'éloignant à peine au passage des gens, ils peuvent se montrer agressifs. Se précipitant avec vigueur sur les tas d'ordures, ils se chamaillent à grands cris. De plus, le vomito negro, une variété de fièvre jaune, règne en permanence dans la cité et fait des ravages d'une extrême gravité. Ceci résulte de la présence de nombreux marécages autour de la ville, où pendant la saison chaude, beaucoup de matières végétales et animales se décomposent et entrent en putréfaction. La fréquence et l'importance des infections sont directement liées à l'élévation de la température et à l'humidité. Les symptômes de cette fièvre, transmise par les moustiques, sont très caractéristiques. Cela commence par un violent mal de tête, suivi de constipation. Puis, la personne atteinte est saisie de crampes sur tout le corps puis vomit du sang. Il ne lui reste en général plus que quelques heures à vivre. Toutefois, en quittant le rivage et en s'éloignant des marécages, la maladie perd de sa virulence. Malheureusement, la ville est le port le plus important pour le pays. Pour la campagne militaire en cours et l'approvisionnement de l'armée, sa défense est une absolue nécessité. La rade ne permet pas d'abriter correctement les navires, et les remparts vétustes et partiellement détruits n'offrent qu'une protection très relative.
À cause des maladies mettant hors d'état de combattre une grande proportion des effectifs, en les cantonnant dans les hôpitaux, une garnison en surnuméraire doit y séjourner en permanence. Les nouvelles troupes qui arrivent et qui sont destinées à l'intérieur du pays doivent donc impérativement s'éloigner le plus rapidement possible de la zone des eaux putrides et prendre de la hauteur pour réduire les risques. Le régiment étranger sous la responsabilité du colonel Jeannin Gros se trouve réparti dans différentes garnisons de l'État de Puebla. Le détachement de 400 hommes qui vient d'arriver ne s'attarde donc pas à Veracruz et va rejoindre un convoi qui part dans cette direction. La compagnie, à laquelle Georges Lommel appartient, se trouve stationnée dans l'un des postes du nord à San Juan de los Llanos. Pour limiter l'exposition trop longue aux vecteurs de la maladie et pour améliorer les communications, la construction d'une ligne de chemin de fer est en cours. Le projet initial prévoyait de parcourir les 22 lieues, 100 km, de terre chaude jusqu'à Orizaba en quelques heures au lieu de plusieurs semaines. Mais à ce moment-là, la ligne n'est qu'à peine commencée et le détachement ne peut utiliser le train que sur une distance d'environ 12 km pour arriver au poste de Tejeria. De là, à pied, les hommes prennent la route Puebla. Au-delà de la Tejeria, se trouve une plaine coupée de taillis et d'arbustes épineux. Le chemin d'environ 270 km que la troupe doit suivre jusqu'à Puebla passe par la Soledad, Palo Verde, le petit village de Camarón dans lequel la Légion étrangère s'était illustrée en 1863, puis Paso del Macho, Chiquihuit, Cordoba, Orizaba, Aculchingo, Palmar, Acatzingo et finalement Puebla. Le détachement accompagne un transport de matériel et de vivres qui se dirige vers l'intérieur des terres. Les caravanes sont généralement composées de chariots lourds et peu maniables, appartenant à des entrepreneurs de roulage. Un majordome représente le propriétaire de plusieurs voitures au sein du convoi. Fortement chargées, celles-ci sont traînées par un grand nombre de mules et conduites par un arriero, souvent un Indien de condition modeste, monté sur celle de gauche du timon. Si en période sèche 14 à 16 sont suffisantes pour tirer un chariot, à la saison des pluies, pour avancer dans ce bourbier, 30 sont employés. De plus, lorsque les voitures sont enfoncées jusqu'aux essieux dans des ornières, il peut être nécessaire d'en atteler 48. N'ayant pas de mules en excès dans le convoi, il faut emprunter celle des autres chariots. Dételer, atteler, désembourber, réparer et recommencer, toutes ces opérations ralentissent énormément l'allure du transport. Le mauvais temps et l'état pitoyable des chemins ne permettent pas au convoi de faire plus de quelques kilomètres par jour. Le trajet à pied est très pénible, mais il faut marcher, encore marcher, toujours marcher en espérant que le bivouac du soir se fasse dans les meilleures conditions pour se reposer. Ce sera le lot de Georges Lommel pendant 3 ans. Après la purga, le temps devint atroce. La pluie battante aveugle les soldats qui pataugent dans la boue. Un peu avant Matazinhos, le tracé de la route circule au milieu de forêts dont les arbres se rejoignent, formant des masses impénétrables de branches, de lianes et d'épines. En passant au lieu-dit Arroyo de Piedras, le ruisseau de pierre, le détachement aperçoit les débris d'un convoi de munitions qui avait été détruit par les guérilleros le 11 juin 1862. Ça et là, des restes de voitures et de projectiles d'artillerie jonchent le sol. Sur le côté du cours d'eau se trouvent 2 petites tombes. Le nom de Mata Indios, voulant dire tueux indiens, semble provenir d'un massacre d'Indiens qui eut lieu à cet endroit au premier temps de la conquête. C'est maintenant un petit hameau triste et lugubre en partie brûlé par les guérilleros. Aux alentours, la forêt impénétrable abrite des bêtes sauvages et de gigantesques boas. Après la pluie, le soleil se montre, un soleil extrêmement dangereux surtout aux heures les plus chaudes. Si un homme a l'inconscience de ne pas se protéger, il risque d'être frappé d'insolation qui souvent peut s'avérer fatale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.